Il y a 47 heures, quelque chose s'est produit. Pas une explosion, pas une collision, quelque chose de plus discret et peut-être plus inquiétant. Une rumeur a commencé à circuler, d'abord dans des cercles très restreints. Des observateurs du ciel profond, des radioastronomes, des ingénieurs habitués au silence des antennes géantes. Une narration diffuse, fragmentée, difficile à saisir. Elle ne parle pas d'une découverte spectaculaire annoncée en conférence de presse. Elle parle d'un changement de comportement, de ressources redirigées, de données devenues inaccessibles, de réponses qui ne viennent plus. Au centre de cette histoire, un objet que vous connaissez déjà, un nom court, presque banal, 3i Atlas. Abonnez-vous à Cosmos Ultime, laissez un like et dites-nous quel élément de cette histoire éveille le plus votre curiosité. Avant d'aller plus loin, une précision essentielle. Ce que vous allez entendre n'est pas une liste de certitudes absolues. Ce n'est pas non plus une fiction. C'est une narration composite, faite de faits vérifiés, d'observations publiques et d'allégations non confirmées qui circulent avec insistance. Certaines informations sont solides, documentées, publiées. D'autres ne le sont pas. Et c'est précisément cette frontière floue entre le confirmé et le supposé qui rend cette affaire si troublante. Car lorsque des institutions scientifiques, réputées pour leur transparence méthodique, modifient soudainement leurs pratiques, lorsque des accès ouverts disparaissent sans explication, lorsque des questions légitimes rencontrent non pas des réfutations, mais le silence, un vide se crée. Et dans ce vide, l'esprit humain projette, il imagine, il extrapole, parfois avec rigueur, parfois avec crainte. Alors, avançons avec prudence, séparons ce que nous savons de ce qui est allégué. Observons non seulement l'objet, mais aussi les réactions qu'il provoque, et demandons-nous pourquoi un simple visiteur interstellaire semble aujourd'hui traité différemment de tous ceux qui l'ont précédé. Imaginez une carrière entière passée à observer le ciel, 40 années à suivre des protocoles immuables. Vous connaissez les rythmes des agences spatiales. Vous savez reconnaître une réaction ordinaire et une réponse exceptionnelle. Puis arrive juillet 2025. Au début, presque rien. Une anomalie subtile, un détail facile à ignorer. Mais pour ceux qui regardent attentivement, quelque chose ne colle pas. C'est là qu'émerge la narration partagée par plusieurs observateurs indépendants qui surveillent le Deep Space Network de la NASA. Un réseau colossal d'antennes radio, réparties sur plusieurs continents, chargé de suivre tout ce qui se trouve au-delà de l'orbite lunaire. Normalement, sa programmation est prévisible, publiée à l'avance, ajustée avec une précision d'horloger. Selon ces témoignages, 3 antennes majeures auraient été détournées simultanément de leur mission prévue. Pas de sondes actives, pas de mission planétaire prioritaire, toutes orientées vers une seule cible, 3i Atlas. 18 heures plus tard, les mises à jour publiques cessent. Est-ce vérifiable? En théorie, oui. Les plannings du Deep Space Network sont des données ouvertes. Tout observateur peut suivre les changements. Et c'est là que le récit devient complexe. Car ceux qui affirment avoir vu ces redirections disent aussi avoir vu autre chose. L'arrêt brutal du flux d'informations. Aucune confirmation officielle. Aucune réfutation non plus. Juste rien. Or, en science, le silence n'est jamais neutre. Avant de poursuivre, posons des bases solides. Revenons à ce qui est absolument confirmé. 3i Atlas a été détecté le 1er juillet 2025 par le système Atlas à Hawaï, conçu pour repérer les astéroïdes potentiellement dangereux pour la Terre. Il s'agit du 3e objet interstellaire jamais observé, après Oumuamua en 2017 et 2i Borisov en 2019. Son orbite est hyperbolique. Il n'est pas lié gravitationnellement au Soleil. Il vient d'ailleurs. Il passera une seule fois, puis disparaîtra à jamais dans l'espace interstellaire. Sa vitesse est extrême, plus de 221 000 km/h à son entrée dans le système solaire, atteignant près de 246 000 km/h au périhélie. Les analyses spectroscopiques, notamment via le télescope James Webb, révèlent une composition chimique déroutante, une dominance écrasante de monoxyde de carbone, près de 87% pour seulement 4% d'eau.
une proportion jamais observée chez les comètes connues. Le Very Large Telescope détecte des émissions de nickel, sans fer associé, une signature inhabituelle qui évolue à mesure que l'objet se rapproche du Soleil. Ajoutez à cela une polarisation négative extrême. Et un autre fait remarquable, 3I Atlas survit intact à son passage au périhélie, malgré l'impact direct d'une éjection de masse coronale. Ces éléments sont réels, publiés, vérifiés, confirmés par plusieurs équipes indépendantes. Et pourtant, ce ne sont pas eux qui déclenchent la controverse, car au-delà de ces données publiques, une autre narration circule, une narration non confirmée. Selon plusieurs sources issues de communautés d'observateurs, un événement aurait eu lieu peu après la détection initiale. Quelque chose d'extraordinaire. Une émission électromagnétique brève, provenant de 3I Atlas lui-même. La fréquence alléguée est précise, 1,42 GHz, la fameuse ligne de l'hydrogène, la fréquence la plus surveillée en radioastronomie depuis des décennies. Mais il ne s'agirait pas d'une émission naturelle diffuse. La bande serait extrêmement étroite, moins d'1 kHz. Les phénomènes naturels s'étalent. Les signaux artificiels, eux, se concentrent. La durée évoquée, 11 secondes, puis plus rien. À ce stade, rappelons-le clairement, aucune institution officielle n'a confirmé l'existence de ce signal. Aucun article évalué par les pairs ne l'a documenté. Et pourtant, la narration persiste, parce qu'elle s'accompagne d'un second élément encore plus troublant. Mais pour comprendre pourquoi cette histoire ne cesse de gagner en intensité, il faut continuer. Observer les réactions, les comparaisons avec le passé, et surtout, ce qui se passe lorsque la science, d'ordinaire si bavarde, choisit de se taire. Revenons maintenant au cœur technique de cette affaire, car pour comprendre pourquoi 3I Atlas suscite autant de tensions narratives, il faut examiner ce qui est observé, ce qui est allégué, et surtout comment les institutions réagissent lorsque ces deux dimensions entrent en collision. Commençons par le point de bascule de cette histoire, les émissions radio supposées. Selon plusieurs témoignages concordants circulant dans des cercles d'observateurs indépendants, le premier signal aurait été détecté peu après l'annonce officielle de la découverte de 3I Atlas. La caractéristique centrale de cette allégation repose sur un détail fondamental en radioastronomie, la largeur de bande. Les phénomènes naturels connus, émissions thermiques, jets de plasma, interactions magnétiques, produisent presque toujours des signaux étalés sur des plages de fréquences larges. Le cosmos est bruyant, chaotique, imprécis. Même les pulsars, pourtant extrêmement réguliers, émettent selon des mécanismes astrophysiques bien compris, liés à la rotation et aux champs magnétiques intenses, pas à une structuration informationnelle. Or, dans le cas de 3I Atlas, la narration évoque une émission ultra étroite, centrée sur 1,42 GHz, avec une largeur inférieure à 1 kHz. Ce type de signature est rare. Pas impossible naturellement, mais suffisamment atypique pour déclencher immédiatement des protocoles d'observation renforcés. La durée alléguée du premier événement, 11 secondes. Puis, un silence total. Dans le domaine de la recherche SETI, ce genre de détection, si elle était réelle, serait classé comme un signal transitoire à haute priorité. Cela n'implique aucune conclusion sur une origine artificielle, mais impose une vérification rapide et coordonnée, afin d'exclure toute interférence terrestre, satellite ou instrumentale. Et c'est précisément là que la narration devient plus dense. Selon ces mêmes sources, la communauté astronomique aurait réagi quasi immédiatement. Des instruments auraient été recalibrés, des radiotélescopes redirigés. Le SETI Institute aurait brièvement mobilisé certaines de ses capacités. Des observatoires en Chine auraient également suivi la fréquence concernée, cherchant une répétition du signal. 4 jours passent, rien. Puis, selon la narration, un second événement survient. Même fréquence, même largeur de bande, mais cette fois, une structure interne. La description est précise, presque trop précise pour être ignorée par ceux qui la rapportent. Le signal n'aurait pas été continu. Il aurait été composé de paquets distincts, séparés par des silences réguliers.
Et la séquence observée aurait suivi un schéma mathématique particulier. 2 impulsions, pause. 3 impulsions, pause. 5 impulsions, pause. 7, 11, 13, 17, 19. Les 8 premiers nombres premiers. Arrêtons-nous ici un instant, car c'est à ce point précis que la frontière entre science prudente et spéculation commence à vibrer dangereusement. Il n'existe aucune confirmation officielle de ce signal, aucun jeu de données publiques, aucun article scientifique. Mais la raison pour laquelle cette allégation refuse de disparaître tient à un fait bien connu. Les nombres premiers occupent une place centrale dans les hypothèses de communication interstellaire. Pourquoi? Parce qu'ils sont universels. Ils ne dépendent ni de la culture, ni du langage, ni de la biologie. Toute intelligence capable de mathématiques les reconnaîtrait comme un motif non aléatoire. Les phénomènes naturels ne comptent pas. Ils oscillent, ils vibrent, ils tournent. Ils ne démontrent pas d'intention mathématique séquentielle. C'est précisément pour cette raison que depuis les premières réflexions du programme SETI dans les années 1960, les nombres premiers sont considérés comme un marqueur théorique d'intelligence, et non comme une preuve, mais comme un filtre conceptuel puissant. Alors, lorsque ce type de structure est évoqué, même sans preuve publique, il déclenche inévitablement une réaction émotionnelle et institutionnelle. Et c'est ici que la narration quitte le domaine des signaux pour entrer dans celui des comportements organisationnels. Selon plusieurs récits internes, à la suite de ces supposées détections, l'implication de la NASA aurait changé de niveau. On ne parlerait plus seulement d'astronomes et de chercheurs. Des briefings auraient été organisés à des niveaux hiérarchiques élevés, pas pour annoncer une découverte, mais pour évaluer des scénarios. Des employés de différents départements auraient rapporté un même climat. Préparation à une possible priorité scientifique majeure. Ressources potentiellement redéployables. Observations existantes classées comme interrompables si nécessaire. 2 jours plus tard, toujours selon cette narration, survient l'événement le plus souvent cité, le redéploiement du Deep Space Network. Pour comprendre l'ampleur de cette affirmation, il faut expliquer comment fonctionne réellement ce réseau. Les antennes du DSN, situées en Californie, en Espagne et en Australie, sont programmées des mois à l'avance. Chaque minute est attribuée, communication avec des sondes martiennes, suivies de missions lointaines, expériences de radioastronomie. Interrompre cette planification n'est pas impossible, mais cela nécessite une justification de haut niveau, une priorité jugée plus critique que des missions actives. La narration affirme que pendant environ 12 heures, les 3 antennes principales auraient été verrouillées sur les coordonnées de 3I Atlas. Une configuration extrêmement inhabituelle pour un objet passif, non contrôlable, ne transmettant officiellement aucun signal. Plus troublant encore, des rapports mentionnent des rapports signal, bruit exceptionnellement élevé. Des valeurs suggérant non pas une simple écoute passive, mais la réception de quelque chose de suffisamment intense pour se détacher clairement du bruit de fond cosmique. Puis, le rideau tombe. Les mises à jour publiques cessent. Les interfaces de suivi en temps réel affichent un message inhabituel. Certaines observations sont actuellement en révision technique. Les données seront publiées conformément au protocole standard. Ce message n'était pas présent auparavant. Des contacts travaillant avec les opérations du DSN auraient confirmé, de manière informelle, que les antennes continuaient de collecter des données. Mais aucun n'aurait accepté de préciser la nature de ces observations. L'un évoque un traitement via des canaux restreints. Un autre rapporte avoir reçu des instructions explicites de ne pas discuter d'observations en cours liées à des objets interstellaires. Le ton décrit n'est pas celui de l'enthousiasme scientifique. Il est celui de la prudence, presque de la retenue. Et c'est ici que la comparaison historique devient essentielle. Lorsque Oumuamua a traversé notre système en 2017, il présentait lui aussi des propriétés déroutantes, une forme allongée, une accélération non gravitationnelle, une réflectivité inhabituelle. Certains chercheurs ont même proposé, ouvertement, l'hypothèse d'une origine artificielle, comme une voile solaire. La réaction institutionnelle? Débat public, publications multiples, données ouvertes,
Aucune classification, aucune restriction. Même chose pour 2I Borisov en 2019. Un comète interstellaire classique, mais étudié intensivement, avec des données partagées librement par la NASA et l'Agence spatiale européenne. C'est la norme en astronomie, la transparence, la collaboration, la vérification collective. Alors pourquoi, selon cette narration, 3I Atlas serait-il traité différemment? Pourquoi des demandes de temps de télescope auraient-elles été refusées sans justification claire? Pourquoi des chercheurs impliqués dans les premières phases d'observation auraient-ils perdu l'accès à certaines données? Pourquoi un objet que nous ne pouvons ni contrôler ni influencer nécessiterait-il un niveau de sécurité comparable à celui d'une mission active? Une hypothèse rationnelle existe. Si quelque chose d'inhabituel est détecté, les agences voudraient le vérifier exhaustivement avant toute communication. Les faux positifs en radioastronomie sont connus. La prudence est une vertu scientifique. Mais alors, pourquoi le silence total? Pourquoi pas un simple communiqué affirmant « Nous analysons un signal atypique ». Aucune conclusion pour l'instant. Car en science, le silence n'est pas neutre. Il devient un signal en soi. Et c'est précisément ce silence qui pousse aujourd'hui tant d'observateurs à se poser une question simple mais dérangeante. Qu'est-ce qui rend 3I Atlas suffisamment différent pour justifier une rupture aussi nette avec les pratiques établies? Pour saisir toute la portée de cette narration autour de 3I Atlas, il faut maintenant élargir le cadre, sortir de l'instantané, observer les motifs, les précédents, les zones grises où la science avance lentement, parfois à contre-cœur, parfois freinée non par l'absence de données, mais par leur excès. Car ce qui rend cette histoire si persistante n'est pas seulement l'allégation d'un signal structuré, c'est l'enchaînement cohérent d'événements, chacun insuffisant à lui seul pour prouver quoi que ce soit, mais dont l'accumulation commence à dessiner une silhouette troublante. Revenons un instant à la physique de 3I Atlas lui-même. Sa composition chimique reste l'un des points les plus déroutants. Une dominance massive de monoxyde de carbone, presque dépourvue d'eau, suggère un environnement de formation radicalement différent de celui des comètes du nuage d'Oort. Cela implique soit une région interstellaire extrêmement froide, soit un processus de formation encore mal compris. Certains chercheurs évoquent des disques protoplanétaires autour d'étoiles jeunes et pauvres en métaux. D'autres parlent de fragments éjectés de systèmes binaires instables. Mais même ces hypothèses peinent à expliquer la stabilité structurelle de l'objet. 3I Atlas a encaissé un passage au périhélie d'une violence considérable. Une éjection de masse coronale l'a frappé de plein fouet. Un bombardement de particules chargées qui, pour la plupart des petits corps glacés, aurait provoqué une fragmentation visible, une désintégration partielle ou, au minimum, une activité chaotique. Rien de tout cela n'a été observé. Au contraire, l'objet est resté remarquablement cohérent. Sa polarisation lumineuse, mesurée avant et après l'événement, suggère une surface capable d'absorber et de redistribuer l'énergie d'une manière atypique, comme si sa structure interne n'était ni poreuse comme celle d'une comète classique, ni homogène comme celle d'un astéroïde métallique. Ce sont ces détails qui font dire à certains astrophysiciens, en privé, que 3I Atlas ne se comporte pas comme il le devrait. Et lorsque les objets cessent de se comporter comme prévu, l'histoire de la science nous enseigne une chose: les institutions hésitent. Prenons du recul. Les météorites, aujourd'hui banales, furent longtemps considérées comme des superstitions. Les académies refusaient l'idée que des pierres puissent tomber du ciel, trop contraire au paradigme aristotélicien. Il fallut des milliers de témoignages, des fragments conservés, des décennies de résistance institutionnelle avant l'acceptation. La dérive des continents, ridiculisée pendant près d'un demi-siècle, les bactéries responsables des ulcères gastriques, ignorées malgré des preuves cliniques. Dans chacun de ces cas, il n'y avait pas de complot. Il y avait autre chose, de plus humain, l'inertie conceptuelle. La difficulté à intégrer des données qui ne rentrent dans aucune case existante. Et si 3I Atlas appartenait à cette catégorie inconfortable, c'est ici qu'intervient un autre élément souvent cité dans la narration.
le rôle de l'Agence spatiale européenne. 8 jours après la supposée seconde émission radio, l'ESA annonce que la station de Cebreros, en Espagne, l'une de ses principales antennes de communication en espace profond, entre en maintenance non programmée. Officiellement, il s'agit d'ajustements techniques. La station est déclarée temporairement hors ligne. 4 jours plus tard, elle revient en service. Ce genre d'événement pris isolément n'a rien d'exceptionnel. Les infrastructures complexes nécessitent des mises à jour régulières. Mais le timing interpelle. Car selon des données de pointage encore accessibles publiquement, la station de Cebreros, après son retour, commence à observer une région du ciel correspondant étroitement à la trajectoire de 3I Atlas. Une source interne à l'ESA, citée anonymement dans plusieurs discussions privées, affirme que cette maintenance n'était pas une réparation, mais une reconfiguration. Objectif, permettre l'observation prolongée d'une cible non spécifiée, en coordination avec d'autres réseaux internationaux. Encore une fois, rien de tout cela n'est officiellement confirmé. Mais le motif se répète. NASA, ESA, plusieurs pays, des instruments de tout premier plan, et une réduction simultanée de la visibilité publique des données. Ce n'est pas ainsi que se déroule habituellement la recherche astronomique. Lorsqu'un phénomène rare est détecté, la réaction standard est l'inverse. Multiplication des observations, ouverture des bases de données, course collective à la publication. La reconnaissance scientifique repose sur la rapidité et la transparence. Ici, selon la narration, c'est l'opacité progressive qui domine. Alors posons la question centrale, sans sensationnalisme. Qu'est-ce qui pourrait justifier une telle prudence? Plusieurs hypothèses existent et toutes méritent d'être examinées sans parti pris. Première possibilité, l'erreur. Les signaux allégués pourraient être des interférences, des artefacts d'instruments, des réflexions de satellites mal catalogués. Dans ce cas, une vérification approfondie serait nécessaire avant toute communication, afin d'éviter un embarras scientifique majeur. Mais si tel est le cas, pourquoi ne pas le dire? Pourquoi laisser le silence alimenter la spéculation? Deuxième possibilité, un phénomène naturel nouveau, quelque chose de réel mais encore mal compris. Une interaction exotique entre un objet interstellaire et le plasma solaire. Une émission transitoire rare, fascinante mais explicable à terme. Là encore, l'histoire montre que ce type de découverte est généralement partagé. Les chercheurs adorent annoncer ce qu'ils ne comprennent pas encore. C'est le carburant de la science. Troisième possibilité, une combinaison de signaux faibles. Rien de décisif, mais suffisamment d'anomalies simultanées pour justifier une coordination prudente. Dans ce scénario, le silence serait une tentative maladroite de gestion de l'incertitude, non une dissimulation. Et puis il y a la quatrième hypothèse, la plus controversée, celle que personne n'ose formuler officiellement. Et si ce qui est observé ne correspondait à aucune catégorie existante, pas nécessairement artificielle, pas nécessairement intentionnelle, mais suffisamment étrange pour que les cadres de communication habituels deviennent inopérants. Car annoncer au public que nous avons détecté quelque chose que nous ne savons pas décrire est plus déstabilisant que de dire « nous n'avons rien détecté ». Les institutions scientifiques sont construites pour transmettre du savoir, pas pour exposer leur zone d'ignorance brute. Et pourtant, l'histoire montre que ce sont précisément ces zones qui marquent les tournants majeurs de notre compréhension du cosmos. Ce qui trouble le plus les observateurs attentifs, ce n'est donc pas l'idée d'un signal, c'est l'idée que quelque chose oblige les institutions à ralentir, à coordonner, à contrôler la diffusion de l'information. Si 3I Atlas n'était qu'un objet interstellaire un peu étrange, il aurait suivi le destin de ses prédécesseurs. Articles, débats, données ouvertes, désaccords publics. Au lieu de cela, selon cette narration persistante, nous assistons à un phénomène plus rare, un silence structuré, un silence qui ne ressemble ni à l'indifférence, ni à l'ignorance, un silence qui ressemble à une attente, comme si l'on observait un écho cosmique, incertain de sa nature, incertain de sa source, mais suffisamment intrigant
pour justifier que plusieurs des instruments les plus puissants de la planète restent braqués dans la même direction, longtemps après que l'objet a commencé à s'éloigner vers l'obscurité interstellaire. Et peut-être est-ce là la métaphore la plus juste de toute cette histoire. 3i Atlas est déjà en train de repartir. Il ne reviendra jamais. Il emporte avec lui ses secrets, qu'ils soient extraordinaires ou parfaitement banals. Mais derrière lui, il laisse autre chose, des questions, des comportements inhabituels et une fracture subtile entre ce que nous voyons et ce que l'on nous dit. C'est dans cette fracture que naissent les récits. Et c'est précisément là que la science est la plus vulnérable, mais aussi la plus humaine. Nous arrivons maintenant au point le plus délicat de cette histoire. Non pas parce que les faits deviennent plus complexes, mais parce que les réponses se font plus rares. À cet instant précis, 3i Atlas est déjà en train de quitter notre voisinage cosmique. Sa trajectoire hyperbolique l'emporte hors de la sphère d'influence du Soleil. Il s'éloigne, lentement à l'échelle humaine, inexorablement à l'échelle astronomique. Il ne reviendra jamais. Comme un messager venu d'un autre système stellaire, il traverse notre champ de vision, puis disparaît dans la nuit interstellaire. Et pourtant, malgré son départ, les questions qu'il laisse derrière lui ne cessent de croître. Récapitulons avec rigueur. Nous savons, de manière indiscutable, que 3i Atlas est un objet interstellaire confirmé. Nous savons que sa composition chimique est anormale, dominée par le monoxyde de carbone, avec une signature jamais observée auparavant. Nous savons qu'il a présenté des propriétés physiques inhabituelles, polarisation extrême, émission de nickel sans fer associé, résistance remarquable à des conditions solaires violentes. Ces faits sont publics, documentés, publiés. Ce que nous ne savons pas, en revanche, est tout aussi important. Nous ne savons pas si des signaux radio ont réellement été détectés. Nous ne savons pas si le Deep Space Network a été redirigé de manière exceptionnelle, ni pourquoi certaines données publiques ont cessé d'être mises à jour. Nous ne savons pas si des briefings internes ont eu lieu, ni si des instructions de silence ont été données à certains chercheurs. Et surtout, nous ne savons pas pourquoi, face à ces allégations persistantes, aucune réponse claire n'a été formulée. C'est ici que le problème dépasse largement le cadre de l'astronomie. Car cette histoire n'est pas seulement celle d'un objet venu d'ailleurs, c'est celle de notre relation collective à la connaissance. Les institutions scientifiques modernes reposent sur un contrat implicite avec le public. Nous finançons les instruments, nous soutenons les agences. En échange, nous attendons de la transparence, de l'honnêteté intellectuelle et la reconnaissance claire des limites de ce qui est connu. Lorsque ce contrat fonctionne, la science progresse dans un climat de confiance. Lorsque ce contrat se fissure, même involontairement, le vide se remplit. Et ce vide est dangereux, pas parce qu'il prouverait quoi que ce soit d'extraordinaire, mais parce qu'il ouvre la porte à toutes les interprétations. Demandons-nous calmement, rationnellement, si l'ensemble de cette narration était infondé, si aucun signal n'avait jamais existé, si aucun redéploiement inhabituel n'avait eu lieu, pourquoi le silence ? Dans des situations comparables par le passé, les agences ont réagi rapidement. Elles ont démenti, clarifié, corrigé. Le débat scientifique s'est poursuivi à ciel ouvert, parfois vif, parfois conflictuel, mais toujours public. Ici, selon ce que nous observons, ce n'est pas ce qui se passe. Les mises à jour se raréfient, les données deviennent plus difficiles d'accès, les observateurs indépendants notent des incohérences, et les questions restent sans réponse. Cela ne signifie pas qu'une hypothèse extraordinaire soit vraie. Cela signifie simplement que quelque chose perturbe le fonctionnement habituel. Peut-être s'agit-il d'un faux positif complexe, nécessitant des mois d'analyse avant d'être expliqué proprement. Peut-être d'un phénomène naturel encore inconnu, qui force les agences à avancer avec une prudence extrême, peut-être d'une série de coïncidences mal interprétées, amplifiées par l'effet de réseau et la méfiance contemporaine envers les institutions. Ou peut-être quelque chose d'autre. Mais voici le point fondamental. Quelle que soit la vérité, le silence prolongé a un coût. Il érode la confiance. Il alimente la spéculation. Il transforme une anomalie scientifique en récit sociétal.
Et ce phénomène est parfaitement documenté dans l'histoire des sciences. Chaque fois que l'information tarde à circuler, ce ne sont pas les faits qui dominent, mais les narrations alternatives. Pas parce qu'elles sont plus vraies, mais parce qu'elles remplissent un espace laissé vacant. Ce qui nous ramène à la question essentielle. Sommes-nous capables, en tant que société, d'accepter l'incertitude ? Sommes-nous prêts à entendre « Nous avons observé quelque chose d'étrange et nous ne savons pas encore ce que c'est » ? Ou préférons-nous le confort d'un silence institutionnel au risque de voir la confiance se dissoudre lentement ? Peut-être que la véritable leçon de 3i Atlas n'a rien à voir avec une intelligence extraterrestre. Peut-être qu'elle concerne notre maturité collective face à l'inconnu, car le cosmos n'a aucune obligation de se conformer à nos modèles. Il n'a aucune raison d'être simple, rassurant ou immédiatement compréhensible. Il est vaste, ancien, indifférent à nos catégories. 3i Atlas est venu de cette immensité. Il a traversé notre système. Il a montré, de manière confirmée, des propriétés qui défient les explications faciles. Et maintenant, il s'en va. Mais derrière lui, il laisse une trace invisible, une série de questions sans réponse officielle, une tension entre observation et communication, et un rappel brutal que la science n'est pas seulement une accumulation de données, mais aussi une pratique humaine, avec ses hésitations, ses peurs et ses responsabilités. Dans les mois à venir, une chose est certaine, le silence ne pourra pas durer éternellement. À un moment donné, une déclaration sera faite, une explication sera proposée. Une partie des données sera rendue publique. Ce jour-là, nous saurons si les signaux allégués n'étaient que du bruit, si les anomalies trouvent une cause naturelle élégante, ou si 3i Atlas restera, à jamais, comme l'un des objets les plus déroutants jamais observés. En attendant, il nous reste une responsabilité essentielle, garder l'esprit critique, refuser le sensationnalisme, mais ne pas renoncer aux questions légitimes. Parce que demander des comptes n'est pas être complotiste. C'est être citoyen d'une civilisation scientifique. Abonnez-vous à Cosmos Ultime, laissez un like et dites-nous quel élément de cette enquête vous a le plus marqué. Le Cosmos continuera de nous envoyer des visiteurs, des signaux, des anomalies. La question n'est pas de savoir si nous serons surpris. La question est de savoir comment nous réagirons lorsque le connu cessera, une fois de plus, de suffire. 3i. Atlas disparaît dans l'obscurité interstellaire. Mais le silence qu'il laisse derrière lui, continue de résonner.